Bonjour, Émilie Fabi. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticienne. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions, qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'envers. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Bonjour à toutes et à tous, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouvel épisode où j'ai une nouvelle invitée qui s'appelle Alena Gaponova. Alors Alena est une personnalité hyper inspirante, passionnante et je pense que vous allez vous en rendre compte dans cet épisode. Elle est fondatrice et directrice artistique de la Maison des Marronniers, qui est un centre de yoga, de retraite et d'expériences spirituelles diverses et variées. Donc, Alena, bienvenue dans cet épisode. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très reconnaissante de faire cet épisode et je suis très curieuse de ce qui va en sortir aussi. Voilà, moi aussi. Qu'on y va nature peinture comme d'habitude, même si on a une petite trame. Alors, Alena, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ton parcours qu'on va ensuite voilà, aller explorer de façon plus précise parce que voilà, le but de l'épisode, c'est de connaître les expériences incroyables d'Alena et son parcours avec le chamanisme, notamment, entre autres choses. Mais voilà, je te laisse te présenter, Alena. Donc, je suis Alena et alors j'ai vraiment eu plusieurs vies, donc ça serait un peu long à raconter tout mon parcours, mais donc actuellement, comme tu m'as présenté, j'organise et je crée des expériences et des séjours autour du yoga et de la spiritualité, par exemple du tarot aussi, mais aussi des expériences pour les femmes pour retrouver leur souveraineté dans le sens où retrouver leur pouvoir au travers de toutes les choses que je connais du yoga et de tout ce que j'ai appris aussi dans mes diverses expériences et mes divers voyages. Notamment, j'ai passé plusieurs mois dans des ashrams et en fait, c'est très transversal. Alors, je suis assez précautionneuse quant au New Age. Donc j'essaie toujours de prendre de la distance avec les pratiques un peu New Age, mais je suis très curieuse aussi. Donc j'essaie toujours de me dire dans tout ce que je fais, quelle est la source, quelle est la racine, avant de tomber voilà, dans un mix qu'on peut tous voir un petit peu sur les réseaux ou dans certains livres. Donc, à chaque fois que j'ai une expérience, eh bien, j'essaie de replacer la pratique dans son contexte. Voilà. Alors, j'ai commencé, on va dire, je dirais, allez, de ma vie étudiante, j'ai fait des études de communication et de marketing. Ensuite, j'avais ouvert un studio de graphisme, donc Ok. à Chambéry, là où j'habitais, et j'avais loué un local pour bah, faire du graphisme et de la communication, comme je sortais tout juste d'école. Et ce que j'avais fait, je me rappelle à l'époque, et ma mère, elle raconte toujours cette histoire parce qu'elle trouvait ça très courageux, c'est que j'avais vraiment peur de rien. Du coup, je suis allée voir d'autres studios de communication et de graphisme et je leur ai demandé tous les projets qu'ils refusaient. Donc en Génial. fait, des flyers, de boîtes de nuit, des cartes de visite, de chantier et en fait, j'ai pu, directement récupérer, en fait, du travail. Ça n'intéressait pas les autres, mais moi, ça me permettait de commencer et je pense que j'avais, 21 ans, quelque chose comme ça et donc c'était ma première expérience, d'entrepreneur et ensuite, par des accidents de la vie, on va dire, j'ai dû arrêter le projet et je me suis retrouvée à Paris. Et je me suis retrouvée encore une fois par hasard dans la mode. Et j'ai été recrutée comme rédactrice dans un guide qui, euh, qui faisait de la mode, du design et de l'art contemporain. Et en fait, j'étais rédactrice en plusieurs langues, en russe, en anglais, en italien. Et c'est ça qui m'a ouvert des portes pour ensuite travailler dans la mode, parce que je l'ignorais à l'époque, mais c'était un guide
très sérieux dans le milieu de la mode. Et quand j'ai commencé à envoyer mes CV à la suite de mon expérience professionnelle, j'ai été très facilement recrutée. Et en fait, j'ai commencé à travailler dans les agences de mannequins Mhm. comme responsable de communication. Donc, je créais pas mal de choses autour de la, comment communiquer avec des mannequins et dans la mode. Et notamment, j'ai eu beaucoup de liberté dans justement mes postes parce que je suis tombée souvent sur des managers et des responsables qui me faisaient vraiment confiance sur la créativité et justement sur la direction artistique. Et on va dire que ce qui m'avait fait un petit peu briller à l'époque, c'est que j'allais au-delà des conventions et j'avais créé des cours de cuisine pour les mannequins et j'avais fait des JT. Alors je crois que j'avais peut-être 23 ans, donc c'était assez rigolo parce que très rapidement, bien que j'avais aucune expérience professionnelle, j'arrivais quand même à créer des choses qui allaient changer un petit peu aussi la vision des mannequins, de la mode, etc. C'est vrai que la nourriture et les mannequins en général, ça Ça va fait pas pas trop bon ensemble. ménage, ouais. Et en fait, justement, à l'époque, ça avait vraiment bien marché. Et de fil en aiguille, j'ai continué dans la mode et à un moment donné, je crois que c'était vers mes 26-27 ans, j'ai eu un burn-out parce que je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. J'adore ça, vraiment. Et c'était le début d'Instagram, c'était le début de tout ce qui était influence, etc. Et je travaillais notamment là-dessus pour aider les mannequins à gérer leurs comptes, etc. Et en fait, j'étais tellement dans le virtuel du virtuel, c'est-à-dire je Mhm. travaillais sur des écrans, la mode c'est quand même un univers très Ouais. virtuel. Et j'étais dans plusieurs couches de virtuel et j'ai fini par faire un burn-out. Alors, j'ai pas trop envie d'en parler longtemps parce que j'en avais déjà parlé, mais bref, ça m'a permis en fait de me recentrer, de me dire est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que le travail de bureau me convient? Est-ce que voilà, est-ce que je peux pas mettre ma créativité au service de moi-même finalement? Mhm. Et, et en fait, j'ai eu un gros passage à vide, je crois que c'était en 2016, et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aussi aux effets du stress sur le corps. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que mon corps a lâché? Et en fait, de fil en aiguille, j'ai trouvé un bouquin sur le yoga. Et j'ai commencé à faire du yoga avec un livre donc, qui s'appelle euh, Asana Pranayama Mudra Bandha, qui est un livre assez connu d'ailleurs, et je ne savais pas, c'est un livre qui est donné en formation de yoga. On l'appelle le livre orange. Et en fait, j'ai commencé vraiment à pratiquer le yoga avec ce livre. Et en fait, pareil, à l'époque, le yoga commençait déjà un petit peu à être, entre guillemets, à la mode, mais pas vraiment. Et il n'y avait pas autant de propositions et de studios autour du yoga. Donc j'ai commencé un petit peu à pratiquer et j'avais très envie de faire une retraite de yoga Mhm. parce que j'avais envie justement de me retrouver, de, d'introspecter et de prendre du temps pour moi. Et souvent les retraites, elles étaient assez courtes. Donc c'était 3-4 jours, une semaine. Et moi j'avais très envie de vraiment faire une retraite longue. Et je connaissais pas du tout les ashrams, je connaissais pas du tout, enfin tout ce milieu-là, et j'avais juste envie de faire ça. Et en fait, à force de chercher, je me suis dit, quitte à faire une retraite, autant faire une formation. Comme ça, souvent les formations elles duraient entre 4 à 6 semaines. Comme ça, j'ai plaisir aussi à apprendre parce que Mhm. je pense qu'une retraite m'aurait pas suffi dans ma curiosité. J'avais vraiment envie d'approfondir et de comprendre. Donc je me suis dit, dans la formation, il y a autant de la philosophie, autant de la pratique, autant aussi de l'anatomie, autant de la déconnexion parce que souvent il faut partir à un endroit, etc. Donc j'étais partie en Thaïlande et ça c'était en 2017-2018, je me rappelle plus.
et j'ai fait une formation de yoga, mais c'était vraiment pas du tout à viser pour enseigner, c'était vraiment pour moi. Et en fait, en rentrant, j'étais tellement inspirée. J'ai ce côté-là de ah, j'adore ce truc, j'ai envie de le partager à tout le monde. Et de fait, j'ai commencé à donner des petits cours aux Tuileries, etc. En fait, ça a vraiment pris. Encore une fois, j'avais vraiment pas peur en me disant, Mais comme c'est je ça. connaissais. Ouais. Ouais, je Il y a, connaissais il y pas a- le toi, milieu. il y a vraiment, t'as vraiment cette audace un peu candide, mais pas candide débile, hein, tu vois, candide ancrée. Alors à la fois, je te trouve hyper ancrée et à la fois hyper spirituelle. Enfin, tu navigues bien dans les deux mondes, je trouve. Tu les fais bien se rejoindre. Et en même temps, il y a une espèce de truc de on y va, là, va te faire foutre un petit peu, quoi. Et je trouve ça génial. Enfin, du début, voilà, avec tes histoires de je vais toquer aux portes, quel projet vous voulez pas, ok, je les prends. Enfin, je trouve ça ouf à 20 ans, quoi. Je trouve ça incroyable. Ah, c'est vrai que si j'ai une qualité, c'est que j'ai pas peur. Ouais. Et c'est marrant parce que ça vient pas du tout. C'est pas quelque chose de familial parce qu'on en a parlé au téléphone avec ma mère. Elle me dit, mais j'ai jamais compris quel enfant j'ai fait. Parce que elle me dit, mais t'avais vraiment, mais alors, mais peur de rien, aucune honte, rien à cirer. Et comme tu dis, bah, c'est une vraie candeur, on est d'accord. Et, euh, et je pense que il faut jouer. Et on dit souvent qu'il faut être dans le jeu, d'être un peu enfantin, etc. Et tant qu'on a gardé son âme d'enfant, on est toujours, on va dire, vivant. Et alors moi, j'aime pas du tout ces trucs d'enfant intérieur. Enfin, je suis désolée, Mm. hein, Non, mais je pour suis un ceux peu que je vais pareil. blesser, mais ce truc-là me désespère un peu. Mais en revanche, le message derrière, il est intéressant. Je suis pas dans ces pratiques-là, mais je trouve que c'est intéressant de, oui, effectivement, se reconnecter à qui on était quand on était enfant et à quoi on s'intéressait quand personne nous regardait et que ça nous est venu naturellement. Parce que je pense que quand on était enfant, les choses qu'on pratiquait ou qu'on expérimentait, ce sont des choses qui nous arrivaient comme ça, on va dire, de l'invisible. Ouais. Et l'idée ici, c'est que moi, je trouve que la vie d'adulte, je- et je suis adulte, elle peut vite être triste et un peu morose. Donc, si on n'a pas cet esprit-là, très enthousiaste, très, voilà, la vie est un jeu, eh bien, on peut très vite rentrer dans une morosité et c'est dommage. Après, il y a des personnes aussi, tu vois, qui ont eu des enfances vraiment pourries et qui n'ont jamais su jouer, tu vois, qui n'ont jamais Mm. connu la légèreté, qui ont donc finalement où c'est quelque chose à presque à apprendre à l'âge adulte, tu vois, de se dire. Je pense que c'est pour ça aussi, tu vois, le côté des fois se reconnecter à son enfant intérieur. Ouais, enfin, si enfant c'était la galère, ça sert à rien de se reconnecter à lui, tu vois. Donc c'est plus, je suis d'accord avec toi, plus l'énergie de la joie et de la légèreté, tu vois, et du jeu plutôt que forcément l'archétype de l'enfant. Mais l'archétype de l'enfant, qu'est-ce qu'il amène avec lui, tu vois? Mais du coup, voilà, la légèreté et la joie et le jeu, c'est pas donné à tout le monde, je pense, tu vois, en fonction aussi du parcours d'enfant qu'on a eu, quoi. Alors, je rebondis là-dessus parce que moi, j'ai pas non plus. Alors, j'ai pas une enfance difficile. J'ai été assez chanceuse dans ma malchance, mais j'ai perdu mon père très tôt, à 6 ans et demi. Mm. En fait, ma mère m'a très vite autonomisée. Elle m'a jamais parlé comme un comme un enfant. J'étais plutôt vraiment très vite autonome, c'est-à-dire que dans les premières au CP où j'allais à l'école toute seule, je Ouais. me faisais déjà manger et ma mère trouvait ça totalement normal, ce qui est normal en Russie parce que je suis née en Russie, par exemple, de rester tout seul. À 8 ans, à 9 ans, à 10 ans et de pas avoir de babysitter. Enfin, c'est complètement délirant, on va Moi, dire. c'était la même chose alors que c'était en France, tu vois.
Et... Ah, t'as eu de la chance parce que la plupart du temps, moi, quand j'étais jeune et que je faisais du babysitting, je babysittais parfois des enfants de 14 ans alors que moi j'en avais 18. Je me dis, waouh. Oui, ça Euh, m'est arrivé aussi, ouais, c'est clair. Je Ouais, dis, quand même, 14 ans, t'es censé être un peu, ça va aller. voilà quoi, tu peux te faire des pâtes. Donc c'est vrai que j'étais très vite autonome et puis voilà, j'ai été déracinée aussi Hmm. tôt. Ma mère a décidé de tout changer. Elle avait vécu 18 ans avec mon père avant qu'il ait un accident de voiture, donc c'était très soudain. Et Ouais. c'est vrai que bah, c'est quand même. J'ai pas non plus. J'ai pas. Évidemment, j'étais un enfant qui avait beaucoup de chance dans la mesure où j'ai emménagé en France, ma mère s'est remariée, j'étais à l'école, j'ai fait beaucoup d'activités que j'aurais peut-être pas pu faire en Russie, comme du piano, de la danse classique, etc. Mais ça reste néanmoins, Oui. j'étais pas non plus surprotégée. Hmm. Et Ouais, donc ça a commencé tôt déjà, le parcours challengeant, quoi, on va dire. ah, c'est des choses qui arrivent j'imagine, c'est la vie en fait. Hmm. C'est vrai que mon père est mort très tôt, à 38 ans. Donc c'est vrai que pour le coup, là je réalise que j'arrive justement à son âge et Mhm. je me dis waouh, c'est tôt en fait, c'est vraiment tôt. C'est Oui. jeune. Quand t'es plus petit, tu te dis ah quand même, il avait vécu, il avait déjà un fils de 15 ans, une fille de 6 ans et demi, mais quand tu dis que 38 ans, waouh, Ouais. c'est tôt, c'est Ouais, tôt. tu m'étonnes. Ok, et donc après, donc ce parcours-là, t'a amené, comment ça, bah, ça t'a amené vers le chamanisme, bah, comment le chamanisme est venu à toi au final? Alors, c'est vrai que j'avais lu la question ce matin et je me suis dit, mais mince, comment il est venu à moi? Et j'ai commencé, en fait, comme j'ai mon portable qui enregistre mes notes depuis toujours, voilà, quand on a toujours un peu la même marque de portable, on peut remonter dans des notes très anciennes et ça, c'est assez pratique. Et du coup, j'ai tapé chaman, chamanisme dans mes notes. Et en fait, j'ai retrouvé que en 2018, donc à la suite de ma première formation de yoga, j'avais noté une retraite de yoga au Machu Picchu. Alors, bon. Et du coup, j'ai remonté aussi dans mes WhatsApp. Donc, j'ai tapé Machu Picchu dans mon WhatsApp. Et je demandais donc à ma première prof qui m'avait formée dans ma première formation de yoga, une prof très inspirante qui s'appelle Vanessa. Je lui demandais, je crois que c'est elle qui avait fait une retraite là-bas, et je lui demandais les coordonnées, et en fait, elle me les a pas données. Et je crois que je les avais cherchées moi-même sur Internet, et c'était une retraite de yoga, mais avec une dimension chamanique. Et déjà, à l'époque, je sais pas pourquoi, j'étais attirée par ça, mais c'était vraiment... j'avais jusqu'à, on va dire, probablement 2020, j'avais pas vraiment idée de ce que c'était le chamanisme. Et puis, encore une fois, je fais attention à tout ce qui est un peu trop New Age et tout, et je m'y reconnais pas du tout d'ailleurs. Donc, dès que ça mélange trop de trucs, je m'en écarte assez vite. Et après, dans mes notes, j'ai trouvé aussi quelque chose où, en fait, mon frère m'avait donné un DVD. Mon frère qui est assez libre, qui a pas trop de bien matériel, il m'a dit, tiens, est-ce que tu peux garder ce DVD? Parce qu'il y tenait. Ok. Et j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, bon, bah d'accord, donne-le-moi. Et le réalisateur Akira Kurosawa, je sais pas si je prononce bien. Et le film s'appelle Dersu Uzala. Et en fait, il a traîné dans ma bibliothèque et je me suis dit, bon, un jour, je vais me le visionner quand même parce que c'est intéressant. Il me l'a laissé, donc je vais regarder. Et en fait, Dersu Uzala, c'est l'histoire d'un trappeur en Sibérie qui rencontre des explorateurs et je crois qu'ils sont dans la taïga. Et en fait, lui, il vit dans la taïga. Et en fait, il connaît très bien la forêt, il connaît très bien la nature. Il sait très bien quand est-ce qu'il va pleuvoir, quand est-ce qu'il va se passer, comment gérer la nature. Et dans le film, alors c'est vraiment très sous-entendu. Je pense que les gens qui connaissent un petit peu le chamanisme euh, comprennent, mais c'est pas, enfin,
à la base, c'est pas du tout un film sur les chamans, mais en fait, Dersu Uzala, ce trappeur, est un chaman, clairement. Hmm. En fait, il est animiste. Donc, il va parler à l'esprit de la forêt. À un moment donné, on le voit, il est autour du feu et il fait des intentions et des reconnaissances pour la nature, pour la forêt, pour l'avoir bien accueilli, etc. Il parle aux animaux. Euh, c'est, c'est vraiment, c'est comme ça, en tout cas, que moi je vois le chamanisme. Hmm. C'est pas quelque chose de magico-magique. C'est vraiment le fait, c'est vraiment ouais, le côté animiste. C'est-à-dire, on est un grand tout, on est connecté à la nature, à la terre, aux éléments. Et en fait, en quoi on pourrait se voir supérieur aux autres, en fait. Euh, Hmm. en quoi l'espèce humaine serait supérieure au monde végétal, au monde minéral, au monde animal. Et pour moi, c'est quelque chose de naturel de me dire que on a notre place et l'homme n'a pas à dominer en fait ni la nature ni le reste. Et ce film, il est oh, c'est un vieux film, hein, mais il m'a beaucoup marqué. Vraiment, il est très touchant et il m'a fait pleurer. Ça donne Et envie de le regarder, tiens. il est super, franchement, Ouais. vraiment, il est très beau. Il est en deux volets, il est assez long, je crois, de mémoire. Et donc, voilà, donc digresse, mais en tout cas, voilà, ce film. Et ensuite, j'avais fait une troisième formation de yoga, où en fait, c'était en France. Donc, j'avais déjà fait un 300 heures en yoga, et là, c'était dans un ashram où j'ai passé 3 mois, mais je ne vais pas en parler, c'est un peu long. Mais j'ai donc fait une formation en France sur 2 ans autour de tout ce qui est yoga et justement burn-out et traumatisme. C'était avec Yoga Vision, yoga de la femme, yoga des hormones. Et en fait, dans ce 300 heures, ce qui était très intéressant, c'est que les organisateurs de la formation, ils disaient que bah, à partir du moment où on fait une formation avancée de yoga, on est censé tenir un projet. Et donc, on avait fait une sorte de tableau, on devait mettre des post-it de ce qui nous intéressait à l'époque. Et moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était le lien entre le yoga et l'endométriose. Et en fait, les gens qui avaient mis des post-it sur les mêmes sujets allaient se retrouver dans un groupe et allaient créer une formation autour de ce sujet. Et donc, on avait créé une formation autour du yoga, du stress et de l'endométriose avec deux autres femmes, Bérénice et Sophie. Et Sophie, qui est écrivaine, elle a écrit beaucoup d'ouvrages autour du yoga et de l'endométriose, du yoga et de la ménopause, la Bible de la santé féminine. Enfin, elle a Ok. écrit beaucoup d'ouvrages sur la question, très intéressant, je vous les recommande d'ailleurs. Et en fait, elle était partie pendant la formation à un voyage en Laponie où en fait elle avait rencontré des chamans. Et en rentrant de ce voyage, elle m'a offert un œuf en céramique. Elle m'a dit, voilà, je t'amène ça, c'est pour toi. Et je lui ai dit, mais ça avait l'air génial ton voyage. Et je lui ai dit, mais avec qui t'es partie? Et elle m'a dit, voilà, moi je suis partie avec Orso Voyage. C'est une agence indépendante. Et c'est là qu'en fait, je me suis un petit peu intéressée, j'ai un petit peu regardé les voyages, mais un peu rapidement. Et là, le Covid est arrivé. Et Mhm. c'est vrai que tout ce qui était voyage, c'était assez restreint. Et à l'époque, je voulais vraiment faire ce voyage en Laponie et avec des chamans. Et je me suis dit, ah, génial, Laponie, chaman. Ouais. Et ça m'avait vraiment intéressée, mais vraiment par curiosité. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? Et en fait, j'ai arrêté pas de regarder ce site et j'arrêtais pas de regarder des voyages, mais il y avait vraiment beaucoup de restrictions. Et après, j'ai un peu laissé tomber, abandonné parce que, en fait, avec mon ex-conjoint, on avait l'opportunité d'acquérir un bien et de pouvoir lancer un projet de retraite que je faisais déjà avant. En ne louant pas des lieux, mais en le faisant sur place, donc Mhm. à domicile. Et en fait, à ce moment-là, quand il fallait faire des travaux dans la maison, construire, décorer, etc., c'est vrai que je continue un petit peu à regarder les voyages de Orso. Et, euh, et j'avais vraiment pas le temps.
Et en fait, une fois sur Instagram, j'étais en train de scroller, Mhm. je vois des chevaux sauvages dans la steppe et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est? C'est où et tout? Et je pensais que c'était quelque chose qui était recommandé par Instagram, mais en fait, c'était un post de Sophie, justement celle qui m'avait offert un œuf. Et du coup, je lui ai écrit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est magnifique, c'est où? Et je me rappelle quand on s'était appelé et elle m'avait dit, mais en fait, je suis partie en Mongolie pour une randonnée à cheval avec la même agence où je suis partie en Laponie. Et j'ai dit, ah mais attends, mais c'est incroyable, je veux aller là-bas. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, steppe, chevaux, je veux, ça m'a marqué. Et c'est comme ça, en fait, que en fait, je suis partie donc en 2023. Alors pourquoi ça a pris autant de temps? Pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que je ne sais pas. Parce qu'il y a eu le projet de la maison et que ça a pris beaucoup d'énergie et de temps déjà. Parce que lancer un projet, on sait très bien, entrepreneurial, Mhm. qu'il faut être à fond au début. Et entre-temps, la petite anecdote, c'est qu'en 2021, j'avais pris un chat et pour le jeu de mots, j'avais dit chaman, chaman, on va l'appeler chaman. Excellent. Et donc, avant même qu'il y ait tout ça, j'avais appelé mon chat chaman. Mais vraiment, encore une fois, j'avais pas vraiment ni idée ni notion de ce que c'était le chamanisme. D'ailleurs, pour autant, je dirais que même aujourd'hui, bien que je me suis beaucoup renseignée et cultivée sur la question, le chamanisme, je pense que c'est beaucoup plus grand qu'une définition. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de facettes. Et donc en 2023, c'était à mes 35 ans, je continuais donc de regarder ces voyages et j'avais très envie de fêter mon anniversaire. Mon anniversaire est en décembre. Et en fait, comme c'est très ennuyeux d'être né en décembre, je me suis dit, bon, j'en ai marre, cette année, je le fête en juin. Et comme ça, en juin, l'opportunité aussi de le faire en plein air, d'inviter tous ses amis et d'organiser aussi quelque chose à l'avance, puisque je suis pas du tout quelqu'un qui organise des choses à l'avance. Et là, pour le coup, je me suis dit comme ça, tous mes amis sont dispo, on a le jardin à la maison. Et en fait, moi, ce que j'aimerais beaucoup, ça serait un cadeau immatériel, ça serait de partir avec cette agence. Et j'avais pas trop idée de quel voyage, mais j'avais juste envie d'un voyage avec cette agence et justement dans la steppe. Avec les La steppe chevaux. que Pardon? Avec les chevaux? Oui, voilà. Et alors, moi, je ne monte pas, je connais pas trop les chevaux, mais voilà, j'avais regardé un petit peu les voyages et il y en a un qui m'avait intéressé. C'était un voyage, je crois, où en fait on apprend, enfin, on est en immersion comme un nomade en Mongolie. Donc on vit dans la steppe, on vit dans les yourtes. Et ensuite, il y avait dans le voyage quelques jours où on rencontre des chamans. Et donc je me suis dit, bah parfait, je vais apprendre à vivre comme une nomade et je vais rencontrer des chamans, ça a l'air intéressant. Et c'était un cadeau donc, que tous mes amis m'ont fait pour mes 35 ans. Et je suis partie, donc le cadeau je l'ai eu en juin et je suis partie en septembre, donc ça allait assez vite. Et on dit toujours que quand les choses s'organisent vite et facilement, c'est que ça devait se faire. Hmm. Et surtout, c'est rétrospectivement, quand on regarde ce voyage, c'est assez drôle parce que à la base, il aurait dû ne pas se faire. C'est-à-dire que fin août, quand en fait on avait fait un Zoom pour organiser le voyage, on n'était que trois inscrits. Et en fait, moi je pensais que l'organisatrice allait annuler le voyage, mais sur place, le chauffeur, la cuisinière et la traductrice étaient d'accord pour animer quand même le voyage pour trois personnes. Et c'est drôle aussi parce que justement, une des participantes était quelqu'un qui connaissait une amie à moi. Enfin, tout Ah un ouais, truc. ok. Et je me suis dit, ah bah c'est drôle, je vais la rencontrer en Mongolie. Et finalement, cette personne-là avait raté deux fois son vol. Et
Et du coup, elle est jamais venue. Donc elle, Et elle devait vraiment pas le faire par contre. ah non, je pense que là, pour le coup, elle devait vraiment pas se retrouver là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont dit les chamans. Ils ont dit, je pense qu'il faut pas qu'elle insiste et elle viendra pas. Et on s'est retrouvés à deux, moi et Patricia. Patricia qui avait l'âge de ma maman. Donc moi j'avais 35, elle avait 67. Et on s'est retrouvés donc à deux avec une cuisinière, un chauffeur, une traductrice pour nous. Et donc le chaman qu'on devait rencontrer, c'était un très jeune chaman danseur qui devait nous apprendre une danse d'ancrage. Eh ben il n'était pas dispo. Ok. Et bon, voilà. Et en fait, à la place, on a eu deux autres chamans qui étaient eux dispo. Et à la place de un, on a eu deux chamans. Et en plus, ils nous ont accompagnés sur tout le voyage. Donc, Trop bien. rien n'était prévu. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce voyage, c'est que tout s'est fait au fur et à mesure et un peu à la mongole, c'est-à-dire on prend les choses comme elles sont et arrivé sur place, donc ils nous ont suivis sur tout le voyage et moi et Patricia et c'est tout. Donc pendant 3 semaines, on a voyagé dans la Mongolie centrale et dans un camion soviétique des années 80, ça s'appelle un Waz. On le voit dans la série Stranger Things, je sais pas si vous l'avez vu. Oui, ouais. Et à un moment, il y a un camion, un petit camion, quand ils sont en Sibérie. Oui. Voilà. Et donc, c'était dans ce camion-là, on dirait un petit peu les vannes Volkswagen, mais à la russe. Mm. Et c'est des Génial. camions qui ont des grosses suspensions et qui, en fait, sont hyper adaptés à la steppe parce qu'ils peuvent prendre tous les reliefs. Et donc, du coup, ça rebondit pas mal dedans. Et on a voyagé donc dans ce camion-là avec toute l'équipe et tout ce qu'il faut pour être nomade. Donc à chaque fois, on montait les tentes. Il y avait déjà pour la cuisine tout le matos en kit dans le camion. Et c'était vraiment un voyage intéressant. Mais je pense qu'il faudra que tu poses des questions pour que je puisse pas Ouais, bah du coup, qu'est-ce que faisaient les chamans avec vous en fait? Parce que pourquoi ils étaient là, ces deux chamans? Bah apparemment, selon eux, c'est que pile poil à cette période-là, ils n'avaient rien et qu'ils devaient être là. Voilà, c'est tout Ok, ce qu'ils nous ont dit. C'est ok. tout. Et alors, du coup, il y a eu des pratiques. Enfin, comment ça s'est passé? Parce que toi, dans ce que tu m'as raconté, il me semble que, il y a eu ce moment où, genre, on t'a dit, ben, t'es chaman, quoi, en gros. Alors, on me l'a pas dit directement comme ça. Ok. Bon, donc c'était pas prévu qu'on voyage avec eux. C'était prévu effectivement qu'on rencontre des chamans. Donc, dans le voyage, à un moment donné, moi et Patricia, on avait un entretien donc avec les chamans. Et j'avais noté tout cet entretien sur mon petit carnet. Et en fait, je crois que c'était ouais, le jour 3 de mon voyage. En fait, ils m'ont posé la question assez drôle, c'était pourquoi j'étais venue ici. Bah, je leur ai dit, je ne sais pas. La lumière. Euh, euh, je ne sais pas. Et en fait, ils m'ont dit donc, que j'étais venue ici. C'est eux qui m'ont dit ça, hein. Et tout ça, ça a été traduit par la traductrice. En fait, Ouais. eux, ils comprenaient le russe, mais ils ne parlaient pas russe parce que eux, ils avaient une cinquantaine d'années, les deux chamans. Et à l'époque, la Mongolie était soviétique. Et surtout, le chamanisme en URSS, Ouais. c'était éradiqué, donc c'était très caché. Et donc, c'est vrai que le côté russe, enfin la langue russe, ils la comprennent, mais ils la parlaient pas. Donc, parfois, je leur disais des trucs en russe qu'ils comprenaient, mais sinon, le reste était fait par l'interprète. Et il m'avait dit donc que je suis venue ici car tous les Mongols doivent ouvrir le canal bleu avant 37 ans. Donc, je ne sais pas ce que c'est le canal bleu, enfin, plus ou moins, si je pourrais dire plus ou moins, c'est qu'on doit ouvrir un canal en bas du dos qui s'appelle le canal bleu, un canal énergétique avant 37 ans. Et donc, moi, c'était mon année des 35, mais j'étais sur mon année des 36. Hmm. Et en Mongolie, on compte les 9 mois dans le ventre de la Ah, femme. Donc, j'arrivais à mes 37.
en tout cas sur le plan de vue mongol. Et donc du coup, je devais venir. Et un truc qu'ils m'ont dit, alors je me rappelle plus exactement comment c'était dit, mais ils m'ont clairement dit que si j'étais pas venue, eh bien, ça aurait été ma dernière année, mon dernier cycle en clair, que j'allais mourir, quoi. Alors je me Dans suis dit, l'année, genre l'année là. Ah oui, oui, putain. oui. Alors du coup, je me suis dit, c'est un peu facile de dire ça maintenant que je suis sur Oui. place. Donc j'ai un peu rationalisé, mais je me suis dit quand même que comme ça allait très très vite et comme c'est un voyage qui m'est apparu comme ça. C'est vrai que j'avoue que sur le moment, ça m'avait quand même marqué de me dire, Hmm, quand même, si j'étais pas venue, j'aurais pas terminé mon cycle. Et ça, et on peut en revenir justement au début de notre conversation, c'est que mon père était Bah oui. mort à Que 38 j'allais ans. dire. Ouais, oui, parce que du coup, ben, pour aussi là être en plein ma formation en constellation et lire des bouquins et tout sur, et notamment les dates anniversaires, tu vois, ou dans des familles, ça peut paraître étrange et ça peut sonner comme une malédiction, mais c'est vrai que des fois il y a des trucs incroyables qui se reproduisent, quoi. Enfin, ou des âges ou des hommes. Là, moi, je sais que dans ma famille, les hommes décèdent très tôt aussi. Enfin, tu vois, c'est la répétition fait que ça évacue un peu la coïncidence au bout d'un moment, quoi. Surtout du côté de mon père, justement, la plupart des personnes étaient décédées avant 40 ans. Ah ouais. Et donc, ils m'ont dit que techniquement, enfin, ça aurait été plus ou moins ma dernière, ou ça aurait pu faire un an de plus, je sais pas. Hmm. Parce que d'après les esprits, si tu ne te connectes pas à ta mission, ou, enfin, je dirais pas ta mission, c'est difficile à traduire, mais euh, en clair, si tu fais pas ce que tu dois faire, pour dire les mots, il disait qu'il fallait que je dirige bien mon chemin du travail et que les esprits disaient que je marchais à côté de mon chemin. Ok. Et moi, j'étais là, d'accord. Et qu'ils avaient dit aussi à l'époque, alors c'est un peu choquant ce que je vais dire, mais que le yoga n'était pas fait pour moi. Alors moi, Ah, j'étais là, merde. vous êtes bien sympa, je vais mourir cette année. Je viens de créer un lieu qui organise des retraites de yoga et un studio de yoga. Et là, vous êtes en train de me dire que je marche à côté de mon chemin et que le yoga, c'est pas fait pour moi. Ouais. Bah merci beaucoup, c'est très gentil. Euh, j'ai bien fait de venir. Et, et donc, c'est vrai que dit comme ça, je me dis, bah, d'abord, qui vous êtes pour me Ouais. dire. Ensuite, je me suis dit non, le yoga, c'est quelque chose que j'ai envie. Enfin, non, laissez-moi ça. Ouais. Laissez-moi ça. Mais il m'avait dit qu'en fait, les gens qui avaient alors, traduction, hein, les gens qui avaient le sang chaud ne devaient pas faire des pratiques de sang froid. Et donc, en fait, selon eux, les gens qui sont nés en Inde, etc., ont le sang chaud, donc ils doivent faire des pratiques froides, donc le yoga. Et les gens qui ont Non, l'inverse, excuse-moi. Donc, les gens qui ont oui, le sang chaud doivent faire des... Bref, je n'y arrive pas. Bon, en tout En cas, ça clair, marchait pas, quoi. en clair, le yoga, c'est une pratique qui est destinée pas pour le sang chaud, voilà. Ok. Et que c'est destiné aux gens qui sont nés dans les régions chaudes et que tu ne peux pas pratiquer une pratique alors que toi, tu es né dans une région froide. Donc ça ne correspond pas à ton corps, ça ne correspond pas Ok. à ton régime. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est une petite parenthèse qui est pas à négliger, c'est que, donc, comme je l'ai expliqué aussi, enfin, ça fait pas mal de ponts. Je m'intéressais au yoga à l'endométriose parce que j'étais en inflammation chronique et du coup, je me suis intéressée à l'alimentation anti-inflammatoire. Et donc, je mangeais anti-inflammatoire parce que bah, voilà, je voulais réduire mon inflammation. Mais quand on m'a demandé pour le voyage, je me suis dit non, mais en fait, je vais pas leur dire je suis végétarienne. Je sais très bien que dans les steppes mongoles, Ouais. j'ai envie de m'alimenter comme les nomades en fait. J'avais envie de vraiment faire le voyage en immersion, donc j'ai dit que j'avais aucun régime particulier. Et de fait, donc je mangeais pas de viande, je mangeais pas de lait,
Je mangeais pas de gluten et donc je suis arrivée là-bas, j'ai mangé du Des lait, cailloux, quoi. voilà. J'ai mangé du lait, j'ai mangé du Bah ouais. beurre, de la crème de yak, de la viande et du pain, évidemment. Donc en fait, tout mon régime du jour au lendemain, je me suis dit, mais comment ça va se Ouais. passer? Je vais exploser. Exactement, et surtout tous les gens m'avaient dit, tu vas voir, moi en Mongolie j'étais super malade, j'avais la tourista, etc. Du premier jour au dernier jour, je n'ai rien eu, et pourtant j'ai tout mangé, et autant te dire que je me lavais pas forcément les mains et tout, j'y allais Incroyable. à fond, et surtout qu'on voyageait donc dans ce camion, et toute la nourriture plus ou moins était déjà préparée à l'avance, donc autant te dire que la viande qui était cuite, elle était cuite sur plusieurs jours. Ouais, ouais. Euh, Franchement, mon ventre a très bien supporté et j'ai jamais eu autant d'énergie que après ce voyage. Et les chamans m'ont dit, écoute, entre guillemets, tu fais n'importe quoi. Il faut que tu t'alimentes comme quelqu'un qui a le sang chaud, du coup, et qui vit dans les zones froides. Non, le sang froid, j'y arrive pas, ce truc. Bon, bref, Bref, il faut que tu vives en comme tout cas, il faut que, ouais, comme les un Mongols, du coup. trappeur, quoi. Ouais. Et parce que pour eux, j'étais née en Russie et mon père était né en Kalmoukie. Et la Kalmoukie, c'est en fait une région en Russie qui est très particulière parce que c'est le seul endroit où il y a le bouddhisme en Russie et il y a des steppes et des chameaux et des yourtes. Et donc mon père a des origines kalmouques. Du coup, en fait, de ce que j'ai appris plus tard, c'est que il y a 400 ans, il y a des Mongols qui ont immigré à l'arrivée du bouddhisme dans cette zone-là de la Russie et pour fuir le bouddhisme, de ce que j'ai compris. Et en fait, au final, ils ont importé le bouddhisme dans cette zone, donc c'est assez drôle, parce que Ok. à la base, ils partaient, et Kalmouk, ça veut dire ceux qui sont restés. Hmm. Donc en fait, c'est des Mongols qui ont emménagé là-bas, dans cette région. Et donc, forcément, de ce que les chamans m'ont dit, je suis venue ici car tous les Mongols doivent rouvrir le Oui, c'est canal ça. bleu. Hmm. Et donc, oui, effectivement. Donc, si mes ancêtres avaient immigré en Kalmoukie, ils sont venus avec leurs chameaux, leurs yourtes et leurs traditions. Et de fait, il y a des guimbards en Hmm. Kalmoukie, etc. Et donc, mon père, qui je crois a un quart en Kalmouk, et bien, du coup, forcément, bah, j'ai du sang mongol, quoi. Hmm. Entre guillemets, hein, entre grands guillemets. Après, je ne sais pas. Mais Et du coup, comment t'interprètes maintenant cette histoire de yoga, que c'est pas ta voix ou je sais pas quoi, aujourd'hui, avec le recul? c'est intéressant. Justement, quand j'étais à l'aéroport en revenant de voyage, j'avais contacté ma première prof qui est restée une amie et je lui disais je suis déboussolée, on m'a dit que le yoga c'était pas ma voie, et etc., etc. Et cetera. Et en fait, elle me dit mais moi, depuis que je t'ai rencontrée, je savais que tu étais une chamane et qu'en fait, le yoga est une porte d'entrée. Et c'est vrai que donc ce dont je n'ai pas parlé, c'est que j'étais partie dans un ashram tantrique, mais plutôt, ça s'appelle le yoga du shivaïsme du Cachemire. C'est une pratique qui est issue du tantra du 5e siècle. Donc, c'est pas du néo-tantra des années 70 sexuel. Hmm. Ouais. C'est plus des techniques, tantra qui veut dire technique, hein, de méditation et de pratiques énergétiques, donc issues du tantra du 5e siècle. Et en fait, c'est assez drôle parce que justement, ces pratiques, le bouddhisme tantrique, ça ramène au bouddhisme, ça ramène, etc. En Hmm. fait, tout, quelque part, quand je regarde ma vie, tout était lié. Ouais. Et quand j'ai cherché dans mes notes tout à l'heure aussi, je suis tombée sur un article où en fait on m'avait interviewé sur la sonothérapie, quelque chose que je pratique aussi. Et en fait, dans cet article-là, on parlait des bols népalais et que des bols népalais étaient utilisés donc par les bouddhistes, mais aussi qui étaient utilisés en premier lieu par des chamans Hmm. utilisaient comme récipient de cuisine des bols martelés et que c'était les premiers à s'intéresser au pouvoir de la vibration avec ces bols. Et c'est vrai que, par exemple, en partant de mon voyage, et c'est là où
je vais répondre à ta question. On y arrive, t'inquiète pas, j'oublie pas. Le chaman m'a offert une guimbarde. Donc, une guimbarde, c'est un petit instrument qu'on met contre les dents et qu'on fait résonner et la bouche devient une caisse de résonance. Et donc, il m'a offert sa guimbarde et j'ai trouvé que c'était un cadeau très sympa. Mais en fait, j'avais pas compris ce que ça voulait dire. Et en fait, quand je suis revenue donc, en France, j'avais cette guimbarde et je la trouvais très belle parce qu'il l'avait lui-même gravée et il m'avait dit aussi qu'elle avait voyagé dans toute la Mongolie et qu'elle avait vibré dans toute la Mongolie, donc elle avait l'énergie de toute la Mongolie avec moi. Et en fait, à un moment donné, j'étais un peu malade, donc je suis revenue fin septembre 2023 et j'étais malade en décembre. Et il y avait un documentaire qui traînait dans mon YouTube à regarder plus tard. Et je me suis dit, bon, c'est le moment, je suis malade, je vais regarder ce documentaire. Et en fait, dans ce docu, il parlait du coup du chamanisme. Parce que suite au voyage, j'ai quand même commencé à m'intéresser au chamanisme, parce que autant te dire que les chamans ne te disent rien du tout sur le chamanisme. Eux, ils sont vraiment connectés à la nature et c'est vraiment le côté Dersu Uzala. C'est des animistes, hein. Hmm. C'est pas du tout ce qu'on Non. croit. Et donc, dans ce documentaire, il disait que quand un chaman te donnait sa guimbarde, c'est que techniquement, tu étais désigné par les esprits comme chaman. Ouais, Donc, donc en il fait, mettait pas les sous-titres en fait. Il dit tiens, voilà, oui, le yoga c'est pas pour toi. Si t'étais pas venue, tu serais morte. Tu dois ouvrir ton canal bleu et je te donne une guimbarde quoi. Et puis tu te débrouilles avec tout ça. exactement. Et Sympa. tu me parlais de Corinne Sambrin avant notre conversation, avant qu'on enregistre la conversation. Et en fait, c'est assez drôle parce que de fait, j'ai commencé à m'intéresser parce que les gens me disaient, ah, ton voyage, ça me fait trop penser au film Un monde plus grand de Corinne Sambrin, tu devrais Hmm. t'intéresser à cette femme et tout. Moi, c'est vrai que je la connaissais pas. Et donc, j'ai commencé à regarder ses vidéos autour de la transe et je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, en fait, l'état de transe, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis tellement longtemps. Mais t'en Notamment- avais vécu une du coup lors de ton voyage ou pas du tout? Enfin, tu vois, t'as pas eu de... Alors, c'était pas forcément comme dans le film de transe, enfin, j'ai pas eu de transe comme Corinne Sambrin qui faisait le loup, hein. Mais en fait, pendant tout mon voyage, quand je regarde en arrière, j'étais vraiment dans très 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 loin de ce que je peux comprendre maintenant. Les chamans, eux, ils ont vu quelque chose par les esprits avec moi, mais moi, je n'ai rien vu. Et comment te dire que même Patricia, donc celle qui m'accompagnait, avait compris que ce voyage était vraiment fait. Alors, je me place pas du tout au centre, mais ça s'est fait comme ça. C'était vraiment fait que pour moi en fait. Ok. Parce que dès que je voyais quelque chose, par exemple, je fais ah des chameaux, et du coup ils arrêtaient le camion et on sortait tous du camion et ils m'ont dit ah, Elena, elle doit monter sur les chameaux. Et après que je sois montée sur des chameaux, ils me disent alors qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as... Et à chaque fois, j'étais là, Des bah, chameaux. non, mais voilà, j'ai senti, oui, j'avais l'impression que j'en ai déjà fait. C'est drôle de voir un désert en pleine steppe de Mongolie, entre d'un côté les montagnes enneigées et d'un côté on arrive au sable du Sahara et avec des chameaux. Donc c'est très impressionnant déjà comme paysage. Ou alors, il voyait, quand on faisait un feu, il me dit, est-ce que tu vois l'esprit du feu? Moi j'étais là, pas vraiment. Et en fait, dans ma tête, j'étais là, mais c'est quoi l'esprit du feu, quoi? Mais qu'est-ce qu'ils me disent? Ou par exemple, euh, ce qui est intéressant, par exemple, il m'expliquait, et ce qui est tout à fait logique du point de vue, entre guillemets, écologique et animiste, c'est qu'il disait que voilà, tu peux pas te laver dans la rivière. Par exemple, en fait, la rivière est une entité. Donc, tu vas pas te baigner dans quelqu'un. Voilà. C'est Donc, vrai. tu peux prendre l'eau de la rivière. Donc, l'idée, c'était prendre une bassine, prendre l'eau de la rivière, là, tu as le droit, t'écarter de la rivière, tu te savonnes et tu te rinces avec l'eau de la rivière. Mais jamais tu vas te savonner comme on voit parfois dans des vidéos de gens qui Ah oui, voyagent. non. Ouais. Voilà, en van, non, mais qui se savonnent, même si le savon est naturel, etc., hein, tu vas pas te savonner dans la rivière parce que les poissons, c'est l'écosystème, Bah, bien etc. sûr. Enfin, après, ça, c'est un peu du bon sens. Et pour toi, oui, mais pas pour tout le monde, en fait. Mm.
vraiment, plein de gens qui disent: «Bah, écoute, mon savon, il est naturel, je vais me laver dans la rivière», tu vois? Ouais. Et en fait, ça, ce côté-là, l'esprit de la rivière, tu le perturbes pas, tu te baignes pas dans quelqu'un. Pareil pour le feu, tu vas pas jeter un déchet dans le feu. Donc il y a Mm. en Mongolie, il y a un feu qui est destiné à brûler les déchets. Parce que là, c'est pareil aussi, on m'a expliqué qu'en Mongolie, ils pouvaient pas traiter les déchets. Donc c'était très problématique par rapport aux emballages, etc. Et donc, on m'avait bien dit que pendant ce voyage, il fallait que emmener des déchets qui se recyclaient, etc. Et c'est vrai que c'est une bonne leçon aussi sur le fait que les nomades, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voyager et de ne pas abîmer la nature. Dans Mm. la mesure où, par exemple, une yourte, elle est souvent déplacée justement pour que l'herbe puisse repousser à Ouais. l'endroit où la yourte était placée. Et le fait de vivre avec pas grand-chose ou rien, en fait, ça m'a vraiment reconnecté à mon essence. Me dire qu'en fait, les biens matériels, etc., tout ça, on peut les avoir et le lendemain ne plus les avoir, mais par contre, tout ce qu'on a en nous, nos connaissances, notre sagesse intérieure, notre expérience, ça peut pas nous être enlevé. Mm. Ouais. Et d'ailleurs, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais tu le côtoies de près, ce dénuement un peu en ce moment. Ah oui, bah, justement, comme je disais, la plupart des gens m'avaient dit, ah, ton voyage ressemble à celui de Corinne, etc., Sombrin. Et en fait, et d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires, parce que à la suite du voyage, effectivement, mais j'ai enchaîné mes 2 années de galère, si je peux me permettre, vraiment de merde. Ouais, disons-le. Je peux le dire vraiment, et c'était mais une succession d'horreurs, mais passant par tout ce qui était possible et imaginable. Et moi, j'avais pas vraiment envie de vivre ça. Déjà, je me rappelle quand j'étais dans la steppe et justement la chamane Orna nous racontait comment elle était arrivée au chamanisme, enfin comment le chamanisme est arrivé à elle. Et en fait, et c'était encore une succession bah, du coup de maladies, d'accidents, de choses comme ça. Et c'est souvent ce qu'on retrouve chez d'autres personnes qui ont eu ces expériences-là. C'est que, comme on l'avait dit, il n'y a pas de sous-titres, hein. C'est-à-dire que ils vont pas te dire, ah, mais là, tu vas vivre les 2 pires années de ta vie. Ils m'ont juste dit, il est possible. Non, ils ont même pas dit, il est possible. Ils ont dit, tu vas probablement. Non, comment ils m'ont dit? Ah oui, sur les 2 prochaines années, tu vas devoir tout recommencer à zéro. Je me suis dit, mais à zéro quoi? Mais en fait, non, il est hors de question que je recommence à zéro. Ce que je fais, c'est trop bien. Ma maison, elle est trop bien. Le yoga, les retraites, enfin, tout roule, quoi. Pourquoi, en fait, je devrais recommencer à zéro? C'est non, en fait. Dont le yoga, etc., on a parlé. Et donc, Mm. je reviens de Mongolie. Et comme j'ai dit, j'avais une espèce de grande forme de fou. Et en fait, quand je suis revenue, rien n'avait. Souvent, les gens ils disent oui, t'es revenu changer, etc. Rien n'avait changé. J'étais toujours moi, hein. C'est juste que je sentais que je m'étais renforcée. Parce que on a fait justement pas mal de rituels. Ils m'ont fait marcher par-dessus le feu. Je me suis baignée dans la rivière glacée. Ils m'ont fait inhaler de la vodka et du genévrier. J'étais aspergée de lait d'yak. Enfin, tous ces trucs-là, je vais les passer parce que c'est des rituels purement chamaniques. Et en fait, j'ai fait tous ces trucs-là. Et je me suis retrouvée vraiment plus solide à la fin de ce voyage. Et quand je suis rentrée, non pas que j'étais changée, mais je voyais beaucoup plus de choses avec hauteur. Donc, Mm. et hauteur et aussi une perception, on va dire, un peu plus aiguisée. C'est-à-dire que je voyais quand les gens mentaient, mais sans extrasens, hein. C'était évident, en fait. Où T'avais je... l'esprit de l'aigle en toi, quoi. Pardon? T'avais l'esprit de l'aigle en toi. Oui, complètement. C'était très, voilà, très incisif. En fait, je voyais vraiment les choses telles qu'elles étaient. Quand quelqu'un était morose ou très noir, j'étais là, ah, mais en fait, cette personne-là et tout, elle est Mm. vraiment noire. Et c'était vraiment juste des sensations
Mais en fait, ça m'a permis aussi de faire beaucoup de tri naturellement dans ma vie, sans que j'ai d'efforts à faire. C'était vraiment très naturel. Ça oui, ça non, ça oui, ça non. Et donc l'enchaînement des catastrophes et des choses, c'était vraiment une succession. J'ai eu un incendie Oui. la nuit du 20 au 21 mars, donc en plus une date assez importante, 2024, qui avait brûlé le local poubelle de la maison, mais ça aurait pu brûler non seulement la terrasse qu'on venait de faire construire, mais carrément la véranda de la maison, parce que à la base, on avait laissé des tissus qui se sont auto-enflammés et on aurait pu les laisser sous la nouvelle terrasse, on les avait mis à la poubelle et c'est la poubelle qui s'est enflammée. Donc ça a commencé comme ça. Le gros incendie, je pense que c'était le gros déclencheur. Aussi loin que je me souvienne, c'était ça le gros déclencheur. Et c'est assez drôle parce que le lendemain, j'ai rencontré, euh, maintenant qu'il y a un ami, quelqu'un qui était intéressé, par la transe. C'était quelqu'un qui allait... Oui, j'ai rencontré quelqu'un qui allait faire la formation de Corinne Sambrin. C'est un... Mmh. Maintenant, c'est devenu un ami, il a 10 ans de moins que moi. Et en fait, c'est une personne qui avait une guimbarde, qui était intéressée par le tarot et qui allait faire la formation de Corinne Sambrin. Donc on s'est connus sur ce sujet-là parce que moi aussi j'avais envie de faire la formation de trance. Et bizarrement, bah, à chaque fois, il y avait de la place, après il n'y en avait plus. À la deuxième session, c'était en Belgique, quelque chose comme ça, je ne pouvais pas y assister. Et au final, sur les 3 formations, j'ai pas pu le faire. Ok. Mais ce qui m'a poussée à en fait, explorer la transe par moi-même. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette formation? Et justement, avec mon ami et tout, lui qui avait fait la formation, on a fait une transe ensemble. Et clairement, il m'a dit que je maîtrisais le truc toute seule, quoi. Et ce qui est bien, c'est que justement, lui, il m'a donné quelques, enfin, pas des conseils, mais eux, ils sont censés garder le truc, ce qui s'est dit pendant la formation secret. Donc, il pouvait pas me donner des leçons, il pouvait pas former quelqu'un, et il pouvait pas non plus faire une, comment il disait, une transe non laïque ou transe, je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, j'ai dit, mais attends, on peut transer ensemble et puis on va voir ce que ça donne, tu vois. Et du coup, lui, il n'a pas le droit de initier quelqu'un, mais on peut transer ensemble sans avoir fait la formation, tu vois. Mmh. Et, c'est assez drôle parce qu'il est quand même arrivé, donc cette connaissance est arrivée la nuit de l'incendie, donc le jour où ça a brûlé. Et c'est Mmh. drôle parce que ça a brûlé des poubelles. Oui, Euh, symboliquement, on est pas mal là. Ouais, on est pas mal. Dans les poubelles, et ensuite le lendemain, j'ai retrouvé un rat mort sur mon paillasson dans la cave. Donc je sais pas si le rat a inhalé des vapeurs ou quoi que ce soit. Et moi, le rat, les poubelles, et c'était des symboles. Je me suis dit, bon, là, ça fait quand même beaucoup. Et j'ai eu une succession. En fait, de ce que j'ai compris ensuite, je sais plus comment, mais il m'avait dit, qui m'avait dit, je ne sais pas, c'est que je devais vivre, donc sur 2 ans d'initiation, toutes les choses qui pouvaient arriver aux gens pour pouvoir les aider ensuite. C'est-à-dire tout ce qui est possible et imaginable et tout ce qui peut, que je n'avais pas encore vécu. Par exemple, si je n'avais pas vécu une chose, je l'aurais vécu. Donc j'ai eu le deuil d'un ami, tout ce qui est accident, tout ce qui est blessure. D'ailleurs, je me suis jamais blessée de ma vie et cette année-là, en 2024, je me suis blessée au talon d'Achille. Mmh. Blessure au talon d'Achille, c'était pas une grosse blessure, mais ça a duré 6 mois quand même. Et vraiment, mais tout ce qui est possible et imaginable de traverser. Et d'ailleurs, on en a fait la blague avec mes amis en disant, qu'est-ce que tu penses que je n'ai pas encore traversé, qu'il faudrait que je traverse, histoire que Ça je doit me être prépare. un peu anxiogène quand même quand tu sens que le truc. Alors, déjà, on t'a prévenu. Bon, au début, tu te dis, ouais, bon, ok, ils sont mignons, mais Pas voilà. tout à fait. Mais en plus prévenu, mais pas Oui, tout et à fait. puis oui, prévenu, ouais, en On a rébut, commencé quoi. à zéro, je me suis dit, bon, ok, très Oui, sympa. ouais. Et du coup, donc là, tu es encore un peu dans cette traversée-là. Et tu as dit quelque chose que j'ai trouvé hyper marquant, c'est qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, j'ai décidé de tomber amoureuse du processus, quoi.
Oui, c'est exactement ce qu'on a dit avant d'enregistrer. C'est que à force d'enchaîner les problèmes, et vraiment le problème, c'est bah, j'ai rompu du coup avec mon ex-conjoint, avec qui on a été pendant 8 ans et demi. Ça a été très compliqué. Vraiment sur tous les plans de vue, les plans, j'avais des espoirs aussi sur ma maison, sur les vies de famille, sur plein de choses, et qui se sont écroulées en fait. Et à un moment donné, je me suis juste réveillée un matin et je me suis dit, bon là, j'enchaîne les galères, j'en ai vraiment marre. La plupart de mes potes m'ont dit, mais moi, si j'avais été à ta place, j'aurais été en boule dans mon lit toute la journée, à pas pouvoir bouger. Et je me suis dit, mais en fait, moi, je sais pas, j'ai vraiment une révélation. Je me suis dit, mais je vais vraiment tomber amoureuse et même romantiser le processus. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il arrive, il arrive ce qu'il arrivera. Et sans me dire qu'il y a une destinée ou quoi que ce soit. Je me suis dit, mais de toute façon, je ne peux pas contrôler ces Hmm. choses-là. C'est pas une histoire de lâcher prise ou quoi que ce soit, mais vraiment, en fait, il se passe ce qui se passe. De toute façon, j'ai pas le choix sur certaines choses, donc je vais vraiment kiffer. Je vais Hmm. vraiment aimer ce qui se passe, je vais vraiment tomber amoureuse du processus et me laisser guider par ça. Et d'ailleurs, justement, quand j'étais partie en Mongolie, donc le troisième jour, les chamans m'avaient dessiné une montagne et ils m'avaient dit que je devais en fait retrouver cette montagne. Et moi, j'ai grandi dans les Ah, Alpes. génial. Voilà, Genre quelque part dans le monde, quoi. exactement. Je me suis dit, mais en fait, ils m'ont dit en plus que c'est une montagne. Voilà, je leur ai dit, mais moi, j'ai grandi dans les Alpes, mais ça ressemble pas du tout à une montagne dans les Alpes. Et en fait, quand je l'ai montré à ma mère me dit, mais en fait, il y avait des petites collines rondes dessinées et d'un coup une grosse montagne qui se dresse. Et en fait, ma mère m'a dit, mais il y a qu'un endroit dans le monde qui me fait penser à cette montagne, c'est le Kyrgyzstan. Et j'ai dit à ma mère, mais comment tu sais ça, toi? Bah Elle ouais, me dit, bah incroyable. oui, le Tian Shan, c'est une chaîne de montagnes qui sépare le Kyrgyzstan de la Chine. Et c'est une chaîne infranchissable qui ressemble vraiment à ça. C'est des petites collines rondes et d'un coup, des grandes montagnes qui se dressent. Et en fait, ma mère, elle me dit, mais je sais pas si tu te rappelles, mais moi, j'ai vécu au Kyrgyzstan je sais plus, de mes 8 à 18 ans ou un peu plus. Et en fait, j'ai regardé les images de la montagne au Kyrgyzstan, c'était exactement ça. Et donc, Incroyable. je me suis dit, il faut que je parte là-bas. Mais ça a été vraiment comme une envie soudaine, c'est-à-dire que en fin août 2024, c'était il y a un an, donc un an après mon voyage en Mongolie, je sais pas pourquoi j'avais besoin, mais une envie, mais irrépressible de partir. Et donc je me suis dit, bah septembre, c'est le moment où d'habitude je ferme le studio de yoga. Donc je vais partir même si c'est qu'une semaine, rien à cirer. Et les billets étaient pas chers, vraiment. C'était Hmm. quelque chose comme 400 euros, c'est vraiment pas cher. Ah ouais. Et donc je suis partie, mais alors, mais sans aucun plan de voyage. C'est-à-dire que j'avais juste réservé le premier hôtel et c'est tout. Et je suis partie et je me suis dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Et en fait, ma mère m'avait expliqué que mon grand-père était enterré au pied d'une montagne qui surplombait Bishkek, qui est la capitale. Et en fait, j'ai dit, bah tiens, je vais me faire une mission, ça va être retrouver la tombe de mon grand-père. Et en fait, ma mère ne se souvenait plus du tout. Elle se souvenait du cimetière, mais entre-temps, il y a eu beaucoup de cimetières construits au pied de la montagne. Et surtout, c'était il y a 40 ans. Et ma mère m'a dit, je crois que à l'époque, ils n'avaient pas mis de pierre tombale. Et quand je suis arrivée dans les cimetières où ma mère disait que ça serait probablement là, en fait, pendant les révolutions kirghizes, les archives du cimetière avaient brûlé. Donc j'ai rencontré le gardien du cimetière qui connaissait le cimetière par cœur, qui est immense, hein, ça fait des Hmm. hectares et des hectares. Et on a cherché dans la zone des années, parce que c'était par année, par mois, etc. C'est bien classé quand même, la tombe de mon grand-père. Mais malheureusement, on ne l'a pas trouvée comme les archives étaient brûlées. Mais il m'a rassuré en disant qu'elles étaient petit à petit reconstituées. Et donc, le jour où elles seront reconstituées, il me contacterait. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai gardé son WhatsApp. Hmm. Mais, Hmm. euh, mais dans l'idée, c'est que peut-être qu'un jour, je retrouverai. Mais du coup, ça a donné du sens au voyage. Ça m'a reconnecté à ma lignée du côté de ma mère, parce que le voyage en Mongolie, ça m'a reconnecté Du à la côté de lignée ton père, ouais. de ma mère. Et là, ça m'a reconnecté du côté de ma mère. Ma mère qui est née en Sibérie. Et Hmm. en plus,
pas très très loin de la région d'Iakoutie où il y a du chamanisme aussi. Là aussi, il y a des guimbardes, là aussi, il y a des rituels. Et finalement, c'est assez rigolo parce que entre ma mère née en Sibérie, mon père né en Kalmoukie, le mix des deux Un et bon des... pédigré, quoi. Mm. Voilà, exactement. Donc de son côté aussi, c'était intéressant. Donc je me suis reconnectée à ce... Et là-bas, le voyage était complètement fou. J'ai loué une voiture. Oui, j'ai vu ton reel. D'ailleurs, il y a un reel, je pourrais voilà, le renvoyer vers ton Insta où Ah, mais génial! tu fais justement le reel sur ce voyage que j'ai trouvé absolument dingue. Enfin, il faut voir les images Mais pour le c'est coup. drôle parce que vraiment, c'était 7 jours hyper courts. Mais ce voyage était vraiment intense. Et du coup, ça m'a vraiment reconnecté à ma mère, parce que ma mère m'a dit qu'on s'est appelé peut-être, je sais pas, 100 fois pendant le voyage. Ah ouais. Ah, parce que je lui ai fait des FaceTime de est-ce que c'est là le cimetière? Est-ce que tu reconnais? Le soir, je lui demandais où est-ce que je pourrais aller. Ensuite, je lui racontais aussi des endroits que j'ai visités. Je lui faisais souvent des FaceTime parce que bah, je me suis dit que ça va lui réactiver des souvenirs aussi. Parce que parfois, en voyant les images, en fait, je voulais l'emmener, d'accord? Mais ma mère Mm. a dit non, mais tu. J'ai dit, maman, on part dans 2 jours, ça te va? Elle dit, ça va pas ou quoi? Parce que en fait, je voulais vraiment l'emmener et je me suis dit, mais ça aurait été trop bien, ça va Et ma mère n'était pas prête, elle m'a dit, Elle non. était pas prête, mais qui est engendré, quoi? Voilà, elle a dit, moi je pars pas dans 2 jours, c'est hors de question. Et elle aurait pu le faire, je sais qu'elle aurait pu le faire, mais pour le moment, bah, elle est pas prête. Et donc du Mm. coup, c'était presque mieux finalement que je fasse le voyage toute seule, parce que j'ai vraiment eu cette liberté de louer ce cheval, etc. Et aussi de me reconnecter à ma mère, à ma lignée, et voilà. Et tu penses que justement, c'était le but de ce voyage? Est-ce que dans le chamanisme, la connexion aux lignées est quelque chose de fondateur et d'important pour avancer, tu vois, cette C'est très voie-là? important. Ok. C'est très, très, très important. Il y a ce truc. Alors, moi, au début, c'était. Je l'avoue, c'est quelque chose qui m'énervait beaucoup. Honorer ses ancêtres, etc. Hmm. En fait, ma mère, elle le fait naturellement. À chaque fois que on se rappelle de quelqu'un qui est décédé, il faut mettre la bougie, il faut aller sur la tombe de ses ancêtres, aller sur la tombe de ceux qui sont partis. Et tout. Et moi, je dis, mais maman, il faut profiter de la vie. Voilà, on peut pas rester tout le temps. Et en fait, c'est vrai que avec le recul, je me suis dit que j'avais tellement écarté ça de ma vie en disant non, mais faut profiter du vivant, quoi. Et en fait, c'est très important, selon moi, de savoir d'où on vient. Parce que tant que, en fait, nos grands-parents ou nos parents sont vivants, pour le coup, moi, j'ai pas mes grands-parents qui sont vivants, j'ai que ma mère et mon frère. Et c'est vrai que de plus ça va, plus il y a des membres de la famille qui décèdent et qu'en fait, qui partent avec leurs secrets. Et par exemple, il y a peu de choses que je peux savoir sur mon père. J'ai appris quelques choses sur ma grand-mère maternelle, donc sur mon père, mais on ne connaît pas vraiment l'histoire de cette femme, par exemple. Mais le fait de réactiver simplement leur mémoire, ça répare des choses. Alors, Hmm. je ne sais pas comment, mais plus je me suis connectée en fait à mon histoire, plus je me suis recentrée sans rentrer dans le côté, il faut revenir dans ses racines, il faut absolument retourner là où on vient, etc. Mais le fait de savoir juste d'où l'on vient, ça permet d'être vraiment ancré et ça m'a apporté un truc énorme. C'est que je pensais être ancrée, mais là, pour le coup, j'ai vraiment eu un ancrage énorme pour affronter justement toutes les tempêtes et les tsunamis de ces 2 ans. Parce que moi qui me pensais très sensible, je suis sensible, mais là, je suis renforcée comme jamais en fait. Je suis capable de traverser des tempêtes maintenant. Je me dis, en fait, je pleure plus comme avant. Je me sens vraiment forte et puissante. Et en fait, ça, ouais, se reconnecter à ça, ça m'a vraiment donné un ancrage de fou. Ouais, c'est dingue. Et puis, ça boucle vraiment parce que moi, j'étais un peu comme toi, je t'avoue, hein, sur le côté, ouais, honorer ses ancêtres. Moi, ça faisait déjà New Age, tu vois, ça, c'était Oui, très, voilà, c'est voilà, ça. tu vois, et un peu spiritualité, un peu, là, un peu bisounours, je sais pas comment Oui, dire. Enfin, tu vois, un peu superficielle, un peu grandiloquente en même temps. Enfin, bon.
Et bah, du coup, vu que j'ai plongé dans les constellations et que du coup, bah, on va sur justement le fait d'honorer ses ancêtres et tout ça. Et effectivement, le secret, c'est le poison en fait pour des générations et des générations. Et le simple fait, parce que moi, je suis issue d'une famille où je sais très peu de choses des deux côtés, en fait, tu vois. Donc, je me dis, mais waouh, qu'est-ce que je vais bosser en constellation? J'ai zéro info. Mais en fait, tu n'as pas besoin. Et comme tu dis, c'est très juste. Le simple fait d'aller sur les terres de quelqu'un ou juste de te dire, OK, je me reconnecte d'une certaine façon sans aller faire des milliers de kilomètres, forcément, mais il y a quelque chose de l'ordre de je pose l'intention et comme par hasard, il y a un moment donné où tu vas avoir des infos qui sortent du chapeau, quoi. Et il y a des choses voilà, qui se dénouent de façon presque un peu naturelle parce qu'il y a ce truc de OK, là, on va chercher là. Il y a une espèce d'orchestration qui se fait autour de ça que je trouve assez magique. Et effectivement, dans tout ce que j'ai voilà, lu jusqu'à présent et compagnie et dans la formation, il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle. Par contre, il y a des effets qui sont vraiment flagrants et que finalement, la force de travailler sur les générations dans leur ensemble plutôt que de l'individuel pur, ça ne veut pas dire qu'une psychanalyse ou une psychothérapie, ça va jamais marcher, mais c'est encore plus puissant si tu travailles sur les lignées en fait, en parallèle. Et du coup, là, de te reconnecter à ça, tu vois, il y a eu ce message de, ben, il faut aller à cette montagne, tu savais pas pourquoi, tu y es allé, et bim, c'est là où était ta mère. Enfin, je trouve ça fou quand même, tu vois. Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, je crois pas. En fait, ce que j'ai appris, c'est que, enfin, ce que j'ai appris, je le savais, hein, que en fait, mes grands-parents étaient chercheurs d'or pour le RSS à l'époque, Ah parce que oui, tu l'avais dit, je crois, ouais. pendant les colcos, etc., tu choisissais pas tes métiers. Après, ils sont allés sur des champs de maïs, tu vois, donc rien à Hmm, voir. Et ouais. en fait, ils ont cherché de l'or. Et dans le chamanisme, extraire du minerai ou des pierres, c'est vraiment l'un des pires trucs. Hmm. Et en fait, justement, le fait d'aller à la montagne et de m'excuser auprès de la montagne, Ah oui. ils m'ont dit, c'est ça que je devais faire. Je devais aller à la montagne et m'excuser. Et en fait, c'est réparer quelque chose. Et en fait, j'avais réparé. euh, Eux, ils n'étaient pas responsables du fait qu'ils ont Bien cherché sûr. l'or, ils n'ont pas choisi. Mais par rapport à ma lignée, par rapport aux esprits qui étaient fâchés contre ma lignée, et du fait qu'on a abîmé la nature. Et donc avant, moi qui m'intéressais un petit peu aux pierres, etc., je trouvais ça très beau. Et puis voilà, dans le yoga, souvent, on a des pierres, et j'offrais des pierres à la fin de mes retraites. En fait, quand j'ai appris que, bah, enfin, en fait, en vrai, je le savais, hein, que l'extraction des pierres, elle est pas du Oui, tout, c'est pas ouf. Hmm. je le savais, enfin, mais on m'avait dit que oui, on peut extraire les pierres de manière très écologique, etc. Si tu y vas tout seul et à la montagne, mais même. Et en fait, j'ai arrêté de donner des pierres et à la place de toutes les pierres que j'avais données, j'ai planté des arbres. Donc j'en ai planté plein dans le bois derrière la maison pour compenser en fait ce que c'est pas énorme, mais ça reste quand même Hmm. chose à compenser. Mais du coup, j'essaye non, je n'achète plus de pierres. Et surtout, voilà, je fais vraiment attention à ce que je consomme en matière de pierres, d'or, etc. Hmm. Ouais, hyper intéressant, c'est fou. Et du coup, alors pour bientôt conclure sur cet épisode qui est passionnant, on pourrait encore parler pendant 2 heures, je pense, hein, mais t'en es où aujourd'hui justement avec cette voie du chamanisme? Enfin, est-ce que tu te considères comme chaman là aujourd'hui? Est-ce que tu as envie d'en faire quelque chose? Est-ce que c'est encore trop flou? Enfin, voilà. Alors, j'ai eu par une amie, Marine, l'opportunité de partir fabriquer mon tambour. Alors, je suis partie dans une ville qui s'appelle Lu et je me suis connectée avec quelqu'un qui est clairement un chaman, hein, mais en fait qui se dit pas chaman parce qu'il n'aimait pas cette étiquette-là, mais qui m'a aidé à fabriquer un tambour. Donc j'ai fabriqué un tambour en bois de bouleau, parce que le bouleau je sais pas, ça me rappelle la Russie, et en peau de mouton. Et de fait, en fait, quand j'ai fabriqué mon tambour, alors c'est un peu cliché, hein, le chaman et le tambour, mais, mais c'est drôle parce que, ouais, parce qu'en fait, ça s'est fait naturellement et je l'ai fait sur 3 jours où il y avait un vrai rituel, où j'ai médité
3 heures toute seule dans la forêt la nuit. On m'a enterré les pieds dans la terre. J'ai dormi avec mon tambour. J'ai fait tremper la peau dans la rivière. Enfin, vraiment, c'était très très beau. Je savais pas du tout ce que j'allais faire de ce tambour. Mais en fait, ce tambour, il m'a aidé à rentrer en transe. Euh, Hmm. on en parlait tout à l'heure et je ne savais pas du tout. Enfin, je suis très intéressée par les états de conscience modifiés, notamment avec la sonothérapie, les bols, etc. Mais je savais pas comment rentrer en transe moi. Et en fait, le son du tambour, bien que je l'avais déjà entendu en Mongolie, moi, ça m'a pas automatiquement mis en transe, mais le fait d'en faire moi, ça me permet de vraiment déconnecter et d'avoir rien en tête. Et en fait, ça m'a permis, entre guillemets, de rentrer facilement en transe. Et quand on est en transe, dans cet état de conscience modifié, il y a vraiment ce lien entre le monde visible et l'invisible. Alors on pourrait dire le conscient, l'inconscient, en tout cas des choses que peut-être on ne voit pas directement, mais qu'on voit dans la transe. Et c'est vrai qu'il y a des choses que naturellement je fais. Par exemple, je ne chante pas, hein. J'aimerais beaucoup chanter parce que je trouve que c'est très beau. Mais en fait, par exemple, en transe, j'ai chanté. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hmm. Et en plus, j'ai trouvé que j'avais une belle voix. Et en fait, c'est ces choses-là qui sont quelque part dans l'inconscient qu'on ne maîtrise pas et qui sont en nous, elles sont révélées dans ces états de conscience modifiés. Et donc, je me dis, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui ne se disent pas chaman ou qui s'autoproclament pas chaman. Moi, je pense que je suis vraiment connectée à l'invisible, mais pas au sens mystique du terme, ésotérique du terme. Je pense que je vois vraiment les choses au-delà du monde palpable. Et Hmm. je vois beaucoup des choses en rêve. Je vois quand les gens arrivent avec des bagages, par exemple, émotionnels, énergétiques, à mes retraites. Il y a des choses que je vois, c'est comme ça. C'est pas. Et plus j'ai vécu des tsunamis là cette année, plus en fait je fais confiance à cette intuition et je la renie pas, je la mets pas de côté. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que ça se révèle vraiment à chaque fois. Donc je me dis, en Hmm. fait, fais-toi confiance. Ce que tu vois, tu le vois vraiment. Oh, bien sûr, on peut avoir des biais, mais je me dis que je peux aider des gens. Je ne sais pas comment, mais je peux aider des gens juste parfois en fait, le miroir chamanique que j'ai là, je pensais que c'était un truc de protection, mais en fait, j'ai compris à terme qu'en fait, ça me rappelait que je renvoyais à l'autre, ou que Hmm. l'autre me renvoyait ce qui devait être renvoyé. Et au début, je le voyais noircir, c'est en laiton, hein. Ouais, Et alors c'est juste parce que les gens verront pas, mais du coup, c'est un médaillon, hein. C'est ça. oui, C'est pas un miroir, c'est pas un vrai miroir, c'est un ah non, médaillon c'est qu'elle pas porte. un vrai miroir, c'est une qu'elle sorte porte. de rond en laiton. Et en fait, il noircissait et moi je me disais, ah mince, ça veut dire que en fait, il y a quelque chose qui va pas. Mais en fait, ça veut dire que enfin, ça veut dire. J'ai rencontré quelqu'un à qui j'ai révélé une part d'ombre ou qui m'a Hmm. révélé une part d'ombre de moi. Et en fait, à chaque fois que le miroir noircissait, c'est qu'il y avait quelque chose qui débloquait. Alors là, ça devient un peu éso, mais en vrai, euh, il change tout le temps de couleur. Alors, c'est peut-être juste le métal et on est d'accord, mais juste, je fais attention à ça. Quand j'ai passé beaucoup de temps avec une personne et que je rentre chez moi et que le miroir, il est terni, je me dis, Hmm. euh, il n'était pas contre ma peau, j'ai pas transpiré, il était contre un vêtement. Donc, il y a autre chose que le côté physique du laiton, quoi. Donc, Hmm. j'essaie de regarder ça. Ça me donne un message et surtout, j'ai compris que souvent dans le milieu justement de l'énergétique et de l'invisible, on dit oui, tu peux prendre des sorts, ou tu peux prendre la mauvaise énergie de quelqu'un, ou protège ton énergie, ou nettoie ton énergie. Mais en fait, j'ai juste compris avec les chamans qu'il n'y a rien à nettoyer, que toute la puissance, tu l'as en toi, toutes les réponses, tu l'as en toi. Et alors, je suis désolée hein, si je vais dézinguer tous les soins énergétiques du monde. On peut avoir des soins, évidemment, mais si on n'est pas en forme ou si on n'a pas la capacité à ce moment même de se reconnecter à sa puissance, là, dans ce cas-là, quelqu'un, et j'ai fait des soins justement avec les chamans, donc moi, j'étais pas en capacité à ce moment-là
de me régénérer et de reprendre ma puissance. C'est pour ça qu'on a fait tous ces nettoyages. Et donc, et voilà. Et je me dis que au moment où tu peux pas le faire, tu peux aller t'orienter vers quelqu'un, mais au moment où tu peux le faire, tu as toutes les clés en toi et tu as toutes les ressources en toi. Voilà. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Tu vois, je fais des soins énergétiques, enfin, tu le sais, hein, et des nettoyages énergétiques et tout ça. Mais en fait, ce que j'explique tout le temps, à un moment donné, je ne suis pas magicienne. Et c'est une co-création. C'est un chemin, on fait chacun des pas vers l'autre. Et donc, les personnes avec lesquelles ça marche du tonnerre tout de suite et ça progresse à fond, c'est parce qu'elles sont engagées dans le truc. C'est pas, elles ne viennent pas chercher chez moi une béquille, une aide extérieure, une baguette magique, en fait. Il y a un truc de, OK, je suis convaincue que j'ai les ressources pour activer des trucs. Tout comme les nettoyages, il y en a qui vont, je vais les récupérer tous les mois parce que c'est encore chargé, c'est encore chargé, c'est encore chargé. Mais moi, c'était pareil à un moment donné. Mais du coup, au bout d'un moment, justement, tu apprends à t'ancrer et donc, ça ne veut pas dire que tu ne te choperas plus rien, mais ça veut dire que au moins, ça sera beaucoup plus waterproof et que si tu t'auto-convaincs que, ah, mais là, j'ai encore un truc, que tu es dans la peur aussi, ça n'aide en rien. Il y a des trucs contre lesquels je suis un peu convaincue qu'on ne peut pas trop lutter et que voilà, mais ça vient traduire aussi quelque chose, ça fait partie d'une espèce de parcours. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Le côté voilà un peu magique du truc et j'attends ma béquille à l'extérieur et ma baguette magique, ça ne marche pas. Ça marche un temps, mais tu vas revenir dans une semaine en fait. Bah, c'est pour ça qu'on a fait toutes les deux un soin, deux soins, enfin je sais plus combien, mais qui avait super bien marché parce que ça avait matché et que voilà, j'étais prête à recevoir et que en fait, ah oui, je me rappelle de celui-là où on s'était connectés toutes les deux à quelque chose et c'était intéressant parce que bah, toutes les deux on était prêtes à vivre quelque chose et en fait ça nous a transcendés toutes les deux. C'est Donc ça. je pense qu'on peut jouer avec l'invisible, justement, cette énergie qu'on perçoit pas. Et là, d'ailleurs, je vois, comme je t'avais dit, en tombant amoureuse du processus, en ce moment, mais j'attire à moi, mais que des choses positives. J'ai des offres, on me contacte, on me fait des cadeaux. Ah, j'ai jamais autant rayonné. Et parce que, justement, je me suis détachée, je pense. Ouais, le côté on y va, encore une fois, alors mais j'aime bien ce terme, il parle bien, je trouve, à la va te faire foutre. Ça marche, quoi. Mais comme on se le disait avant aussi d'enregistrer, il y a une espèce de, pour avoir ce détachement, il faut quand même avoir frisé le fond du seau, quoi. Enfin, avoir frôlé le fond du seau. Alors, ça ne veut pas dire. Je trouve je pense qu'il faut quand même enlever le truc de bah, si j'ai rien vécu de compliqué dans ma vie, du coup, je peux pas avoir accès à l'invisible ou à voilà à ma spiritualité. Ou alors, ça se fait forcément dans la douleur. Pas forcément. Je pense qu'il y a des chemins qui sont comme ça et voilà mais pas forcément non plus. Enfin voilà, je pense que le chamanisme, c'est encore. Peut-être qu'il y a aussi ce côté dissolution de l'ego qui est hyper important dans le chamanisme et que du coup, le fait de. Voilà, d'être un peu dans ce dénuement, dans je perds un peu tout et je recommence totalement à zéro, c'est aussi pour te faire connaître, à la fois pour pouvoir accompagner les gens, mais aussi pour bah, faire taire un peu l'ego et qu'il revienne après. Il a son utilité, on est d'accord, hein. Enfin, je trouve que c'est, pour moi, de mon prix, c'est un peu impossible de ne pas avoir d'ego dans la vie matérielle. Enfin, à un moment donné, tu l'as et il est là pour une raison. Mais il y a quand même ce truc de OK et d'accepter le processus, comme tu dis. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une grande leçon de résilience et de se dire, voilà, ok, ben vous avez décidé de m'envoyer tout ça, je l'accepte, je le prends et je transforme parce que il y a des moments, j'imagine, où tu as dû sombrer et où c'est un peu, bon, ben je mets un genou à terre et puis ok, je laisse passer le truc, je l'accueille, ça veut pas dire, voilà, je pleurerai plus jamais et je serai insensible, mais c'est comment après, au lieu de sombrer encore plus loin et je creuse dans la terre, c'est j'en fais quoi de ce truc-là, quoi. Et moi, c'est ce que j'adore, et tu vois, dans toutes mes démarches aussi, c'est de me dire, et même dans ma vie perso, me dire, OK, toutes les merdes et tout, comment on les transforme? Tu vois, j'aime pas ce côté fataliste du il m'arrive que des trucs horribles, du coup, j'ai une vie de merde et j'aurai une vie de merde à vie, tu vois. Enfin, c'est horrible, je trouve. Ah mais complètement, moi franchement je souhaite à personne de traverser ça et vraiment quand potentiellement je m'étais dit qu'il était possible que je passe par 2 ans d'initiation un peu de tsunami, je me suis dit non j'ai pas envie en fait, non je Bah suis ouais. pas prête.
Et en fait, si je pouvais l'éviter, ce serait vraiment bien. Je pense que j'ai assez vécu de choses difficiles pour ne pas avoir à les vivre. Et en fait, je l'ai quand même vécu et je pense que j'ai grandi. Je pense que j'ai Carrément. grandi, pour le coup, je pense que j'aurais jamais autant... en fait, c'est là où je me suis rendu compte à quel point je m'étais oubliée aussi et à quel point, en fait, mes valeurs très profondes ont été touchées. Et en fait, ça m'a permis vraiment de me reconnecter à ça. C'est quoi Mm. les valeurs du respect? C'est quoi la dignité? C'est quoi de garder le dos droit malgré tout ce qui m'arrive? Et en fait, c'est pas de la dignité d'ego, hein, c'est de la dignité, je me tiens droite, rien à Mm. cirer. Et quoi qu'il se passe, quoi que vous m'envoyez, et je parle pas de vous m'envoyez, c'est-à-dire l'invisible, mais le monde, et aussi parfois les gens, et ben, moi je garderai ma dignité en fait. Et vous, quoi que vous fassiez, et ben, je sais qui va se regarder dans le miroir, face droit et brut, ça sera moi et j'aurai aucun regret. Et ben écoute, c'est, je trouve une très belle conclusion pour moi en tout cas, pour tout le monde, enfin j'espère les personnes qui vont écouter le podcast. Et ben un grand merci Alena. Franchement, j'aurais continué encore avec grand plaisir pendant longtemps, mais bon, voilà, va Merci à falloir. toi, vraiment, c'était un plaisir et je trouve que c'était... J'ai trouvé ça même très intéressant de revoir tout ça en perspective avec le recul. Mm. Hmm, faire une petite frise chronologique de tout ce qui s'est passé ces dernières années là, c'est pas mal. Et j'espère que ça va aider certaines personnes et j'espère que voilà, mon récit va inspirer d'autres voyages, d'autres aussi rebonds, résilience et de savoir que voilà, on peut traverser des grosses tempêtes et j'ai pas raconté les détails hein, mais je pense qu'ils sont inutiles, mais que voilà, on peut remonter. Exactement. Je pense que t'en es l'exemple, j'en suis l'exemple. Et du coup, il n'y a pas de raison que les autres puissent pas le faire. Donc, je mettrai aussi tous les contacts, enfin, tes réseaux et tout ça, ceux que tu voudras indiquer pour que les gens puissent te suivre, te contacter s'ils ont envie. Mhm. Et puis, ben, pour celles et ceux qui nous écoutent, je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, allez-y. Ah là, va te faire foutre, ça marche. Sur un malentendu, ça peut marcher. Donc, gardez la foi, gardez le dos droit, comme tu disais, Alena. Tombez amoureux du processus. Et puis, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous y aider avec mes petits outils magiques, eh ben, vous savez où me trouver. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye!